Cette semaine, les marchés ont décidé que la guerre était terminée et personne n'a vraiment signé quoi que ce soit. Personne n'a vraiment remis les clés du détroit d'Ormuz, ça il faut quand même bien le dire. Un cargo s'est quand même pris un projectile dans les flancs jeudi dernier dans le détroit d'Ormuz qui est censé être ouvert. Les Américains ont bombardé en guise de représailles, mais rassurez-vous, on est toujours sous cessez-le-feu. Et d'ailleurs, il faudra que quelqu'un m'explique le concept un jour, parce que cessez-le-feu où on se tire dessus quand même et où on dit à tout le monde qu'on est super potes et que tout va bien dans le meilleur des mondes, moi j'ai toujours un peu de peine à comprendre. Mais bon, on est sous cessez-le-feu, tout va bien. Le Brent est descendu à 72$, le SMI a battu un record historique à 14 200 et Micron Technology, fabricant de puces mémoire dans l'Idaho, a ajouté 230 milliards de capitalisation boursière en une seule journée. Bon, elle a reperdu la moitié le lendemain. Oui, vous comprendrez, c'est ça le marché sous la canicule de 2026. C'est pas un marché qui attend que les problèmes soient résolus. C'est un marché qui décide collectivement que les problèmes vont être résolus et qui price déjà ça à l'avenir, 3-4 semaines à l'avance, voire un peu plus, avec ou sans votre accord. Et si par malheur, et les problèmes ne sont pas résolus, eh bien on reprendra la discussion à ce moment-là. Pour l'instant, on y croit, on veut y croire, mais on vire quand même la tech dans le doute, mais on achète le reste, parce que la rotation de secteur, c'était quand même le thème de la semaine. Même si Trump continue de nous bombarder de commentaires à la con toutes les 5 minutes, et c'est pas sûr que ce soit mieux durant ce week-end. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, la semaine où tout s'est normalisé, sauf que rien n'est normal. Ce Swiss Bliss est un peu différent des autres parce que je suis toujours en vacances et que j'ai pas pris tout mon matériel et exporter des vidéos avec le débit disponible ici, ça relève quand même un peu de l'exploit technologique. Ce qui est quand même assez fou à l'époque où les data centers pullulent dans tous les coins du monde. Fou que certaines parties du monde technologique soient encore à la rue à ce point. Mais bon, voici quand même le Swiss Bliss du dimanche et on se rejoue donc la semaine. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Commençons donc par le commencement. Il y a encore un peu plus de 3 semaines, le Brent était au-dessus des 90$, souvenez-vous. Le détroit d'Ormuz était partiellement ouvert, ce qui dans le langage de la géopolitique moderne signifie à peu près on laisse passer quelques bateaux quand on est de bonne humeur, et tout ça durait depuis 3 mois. 100 jours de guerre, d'annonces, de faux accords, de vrais missiles, de cessez-le-feu qui ressemblent à des passoires et des tweets trumpiens qui alternaient entre on va raser Téhéran et tout le monde devrait se détendre et faire confiance au processus. Et puis, les deux parties se sont retrouvées au Bürgenstock, au-dessus du lac des Quatre Cantons, dans un hôtel suisse à 1500 mètres d'altitude et aussi à 1500 balles la nuit, avec vue sur les Alpes, un brunch au buffet et probablement du kirsch en digestif. C'est là qu'ils ont décidé du destin de 20 millions de barils par jour. La feuille de route, on la connaît, 60 jours pour trouver un accord définitif. Les États-Unis suspendent leurs sanctions sur le pétrole iranien jusqu'au 21 août. L'Iran laisse revenir les inspecteurs nucléaires et le détroit reprend vie, en théorie, lentement. Record de 57 navires qui passent en une journée mercredi. Pour donner un repère, avant la guerre, c'était plus de 100 par jour. Mais 57 après des semaines à zéro, c'est déjà suffisant pour faire fondre le prix du baril comme la neige sous le soleil valaisan. Résultat, le Brent est à 72$. Des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis longtemps, mais pas encore, les 60 du mois de janvier, avant une guerre qui n'est toujours pas terminée. Un cargo qui s'est fait toucher par un projectile dans le détroit ce jeudi, l'ONU qui a suspendu son programme d'évacuation, mais les marchés, eux, s'en foutent, les marchés ont décidé que c'était un détail technique. J.D. Vance a parlé de bases très solides dans les négociations avec les Iraniens, Trump a écrit en majuscule qu'il n'y avait aucun péage, aucun frais dans le détroit, ce qui est exactement le genre de déclaration que l'on fait quand les gens commencent à se demander s'il y a un péage dans le détroit. Mais bon, le pétrole baisse, c'est ça qui est important, donc tout va bien, même si les Iraniens n'ont pas l'air tout à fait d'accord avec le concept. L'autre sujet de la semaine, c'est quand même la tech. Lundi et mardi ont été quand même relativement instructifs. Le Nasdaq a perdu 1,3% lundi, puis 2,2% mardi. Le Kospi sud-coréen a plongé 10% en une séance. Samsung et Sky Hynix se sont fait démonter à moins 12% dans la journée.
Un indice qui a fait quand même 111% depuis le 1er janvier. 111% en 5 mois et demi. Et là, il perd 10% et tout le monde crie à la catastrophe. Donc, juste, on va remettre les choses un tout petit peu en perspective. Si vous aviez acheté le Kospi le 2 janvier et vendu mardi soir après la catastrophe, eh bien, vous étiez encore en hausse de 88%. 88% en 2026. Mais non, les gros titres de mardi soir disaient « Effondrement des semi-conducteurs ». C'est ça le paradoxe du marché. À mémoire de poisson rouge, plus 111% en 5 mois, c'est normal. Moins 10% en un jour, c'est une crise existentielle. Et la vraie raison de la secousse, c'est bien plusieurs choses qui se sont alignées. Tout d'abord, on est revenu à la semaine dernière et on s'est souvenu que Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed nommé par Trump, a fait un discours plus musclé qu'attendu sur les taux. La BCE a relevé les siens de taux, vous vous souvenez, 25 points de base la semaine précédente, la Banque du Japon a fait de même, dans la même direction. Tous ensemble, ils ont quand même rappelé aux investisseurs que les taux hauts, c'est pas terminé. Au contraire, ça fait même que commencer. Mais quand les taux sont hauts, les arbres ne montent plus au ciel, même ceux qui font de l'IA, même ceux qui font des puces à mémoire. Deuxièmement, il y avait bien sûr des prises de bénéfices avant Micron, puisque Micron a publié mercredi soir, et c'est le point de la semaine qui nous inquiétait en se disant qu'est-ce qui pourrait bien se produire. Et d'ailleurs, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Quand tout le monde sait qu'un catalyseur comme Micron arrive ou peut faire bouger les marchés, dans un sens comme dans l'autre, les mains faibles vendent en attendant, réduisent le risque. C'est mécanique, c'est assez humain, c'est absurde des fois, mais c'est comme ça que ça marche dans le monde merveilleux de la finance. Du coup, on passe à mercredi soir. Non, parce que là, il faut qu'on parle quand même de Micron. Vraiment. Parce que ce qui s'est passé mercredi soir et jeudi matin mérite quand même qu'on s'arrête dessus un peu plus de 30 secondes. Micron Technology est donc une boîte qui habite à Boise, dans l'Idaho. Pour ceux qui ne situent pas l'Idaho sur une carte, c'est un État américain, surtout connu pour ses pommes de terre et ses lacs, et aussi sur le fait que personne n'en parle jamais, sauf quand Micron fait des chiffres comme ceux de cette semaine. Donc chiffre d'affaires du trimestre 41,5 milliards, il y a un an on était à 9,3, c'est une multiplication par 4,5 en 12 mois, le bénéfice net a été multiplié par 15, le bénéfice par action ajusté est passé de 1,91$ à 25,11$ sur le trimestre. Les analystes attendaient 20,86, ils se sont plantés juste de 20%. Et alors pour le trimestre qui vient, Micron guide vers les 50 milliards de chiffre d'affaires, 50. Les analystes attendaient 43. La société fabrique des puces mémoire dans l'Idaho et elle est en train de pulvériser des records comme si c'était facile. Résultat, le titre a donc explosé, vous l'avez vu, 18% jeudi soir. La capitalisation boursière a atteint 1400 milliards et Micron a dépassé Meta. Micron a failli dépasser Tesla. Une boîte qui fait des pommes de terre, des puces mémoire, qui vaut autant qu'une entreprise censée révolutionner le transport de l'humanité. Jeudi, Micron a ajouté 230 milliards de capitalisation en une journée. C'est à peu près le PIB du Portugal. Et vendredi, comme si de rien n'était, poum, le titre a reperdu 6% parce que c'est Micron et que même quand Micron cartonne, les gens ont du mal à rester amoureux très longtemps. Alors pourquoi ces chiffres sont-ils possibles? En deux mots, HBM et pénurie. La mémoire haute bande passante, les puces qui font tourner les processeurs d'IA de Nvidia, est en rupture de stock totale. Toute la production 2026 est déjà vendue sold out, comme les billets pour la finale de la Coupe du Monde, mais avec des marges à 85% de marge brute. C'est un markup de 600% sur le coût de revient. 600%. À ce stade-là, on parle même plus de fabrication industrielle, on parle d'alchimie, du mec qui transforme le plomb en or. Ils impriment du cash en silicium. Et la vraie histoire de la semaine, c'est pas les chiffres, c'est les contrats. Parce que Micron a passé l'année à enfermer ses clients dans des accords take or pay de 3 à 5 ans. 16 contrats signés, 22 milliards d'engagements fermes. Et tout ça avec des prix planchers garantis au-dessus du pic historique des marges de 2018 jusqu'en 2030. Ce qui veut dire que même quand le prochain cycle baissier arrivera, et il arrivera, parce que les cycles de la mémoire ont la régularité d'un métronome, Micron aura un plancher contractuel que personne dans ce secteur n'avait jamais réussi à construire avant eux. Le Barons l'a résumé avec une phrase assez simple « It's better to be lucky than smart, but it's best to be both ». Micron en 2024 a refusé de lancer un grand cycle d'investissement en capacité parce que le souvenir de 2023, 4 trimestres de marge brute négative, était trop frais. Cette prudence d'alors est devenue leur arme stratégique d'aujourd'hui. Les clients sont coincés et Micron le sait, et les clients le savent aussi, et tout le monde fait semblant que c'est un partenariat équilibré. L'IA a eu son moment Nvidia et maintenant son moment Micron.
Prenez-en bien note. Et le Barron's pense que ça pourrait même valoir le double de 1132 $. Et c'est là qu'on commence à parler de conséquences, parce que oui, il y a des conséquences à ces excellentes nouvelles, et surtout des conséquences sur l'inflation. Jeudi, par exemple, Apple a annoncé qu'ils vont augmenter le prix de leurs Mac et de leurs iPads et de plusieurs autres accessoires. Motif invoqué, bien sûr, l'envolée du coût des puces mémoire liées à l'essor de l'IA. Mais quelques heures plus tard, Microsoft a annoncé qu'ils augmentaient le prix de leur console Xbox de 100 à 150 $ à partir du 1er août. Même raison. Merci Micron, merci Samsung, merci Hynix. Apple a perdu 6% sur l'annonce, 250 milliards de dollars partis en fumée, ils ont récupéré 3% le lendemain, c'est le yo-yo habituel, ça on s'en fout, mais le vrai sujet, celui que personne ne veut vraiment regarder en face, c'est que depuis des mois, on parle des dépenses d'investissement colossales dans l'IA. Des data centers à 80 milliards chez Google, des centres de calcul partout, des puces à n'importe quel prix, et on a toujours eu la même réponse rassurante. Oui, mais c'est les grandes entreprises qui payent et pas le consommateur final. Le consommateur final, lui, il va bien. Sauf que cette semaine, le consommateur final, il a reçu sa première facture. Votre prochain Mac va coûter plus cher et votre prochaine Xbox aussi. Et si vous pensez que ça s'arrête là, je vous suggère de profiter de votre smartphone actuel parce que la fin de la pénurie de mémoire n'est pas attendue avant 2028, dans le meilleur des cas. Un économiste de l'UBS a dit quelque chose d'assez intéressant vendredi dernier. L'impact économique est négligeable, mais il pourrait contribuer à un climat politique plus négatif autour de l'IA. Et un analyste de CMC Market a été encore plus direct en disant « La spirale des prix pourrait mettre fin à l'essor de l'intelligence artificielle ». C'est une phrase qu'on n'avait pas encore entendue dans ce sens-là. L'IA qui se retourne contre elle-même parce qu'elle rend les produits trop chers. C'est presque poétique. On dirait du Hamlet. Maintenant, parlons un peu de SpaceX. SpaceX est entrée en bourse le 12 juin, elle a explosé à l'ouverture, évidemment, elle est montée à 225 $, et puis elle a perdu 16%, puis 5%, et vendredi soir, elle a terminé la semaine à 153 $. C'est ça, l'IPO du siècle. 2 semaines de montagne russe, des prises de bénéfices en cascade, et des investisseurs s'inquiètent des besoins de liquidité considérables pour financer les ambitions technologiques. Sans blague. Ce qui signifie certaines personnes ont acheté l'euphorie et sont en train de vendre la réalité. Ces prochaines semaines, on va quand même observer les intégrations de SpaceX dans les indices, ou autrement dit, la grande magouille de la décennie. Ça pourrait redonner un peu de vigueur à la fusée de Musk. Et pendant ce temps-là, une information est tombée vendredi. Le New York Times révèle qu'OpenAI, le créateur de ChatGPT, que vous connaissez tous, le dieu de l'IA générative, la boîte qui a déclenché cette folie collective il y a 2 ans, envisage de repousser son introduction en bourse jusqu'en 2027. SoftBank, qui est massivement investi dans OpenAI, a plongé de 12,5% à Tokyo dans la foulée. Alors réfléchissez juste une seconde à ce que c'est en train de dire. La boîte qui incarne peut-être le mieux le narratif IA dominant, celle dont la valorisation donnait le vertige à tout le monde, celle que chaque analyste citait comme l'exemple de référence ultime de la révolution en cours, n'est pas encore prête à confronter ses comptes au marché public avant 2027. On est donc en train de découvrir quelque chose d'essentiel. L'enthousiasme pour l'IA comme narratif est infini. L'enthousiasme pour les chiffres réels de ces entreprises est un tout petit peu plus sélectif, un peu plus timoré. Prenons maintenant un tout petit peu de recul et regardons ensemble cette semaine, dans son ensemble justement. Il y a un fil conducteur qu'on retrouve partout. La semaine a commencé avec une correction violente sur les semi-conducteurs et les valeurs tech. Et elle s'est terminée avec le SMI qui battait un record historique à 14 231 points. Oui, avec les pharma, les valeurs défensives, les assurances qui tirent les indices pendant que le Nasdaq trébuche, c'est de la rotation sectorielle, les capitaux qui quittent ce qui a trop monté et cherchent des endroits moins vertigineux où se poser. Londres a tenu toute la semaine grâce aux banques et aux mines, Zurich a tenu grâce à Novartis, Roche et Nestlé. Le Dow Jones a mieux performé que le Nasdaq en cumulé sur la semaine. Ce sont des signaux, pas des signaux de crash, des signaux de fatigue sur certains excès. On a vu que les Mag 7 étaient sous pression. Et la vraie question de fond, celle que tout le monde garde pour après les vacances, c'est est-ce que les valorisations du secteur IA peuvent être justifiées par les bénéfices réels qui arrivent? Micron l'a dit, oui, et il le prouve avec 41 milliards de revenus. Mais Micron est un cas particulier parce que Micron fabrique de la matière première indispensable. Pour les autres, ceux dont la valorisation repose sur des promesses de ROI d'ici 2028 ou 2030, la réponse est moins évidente.
Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, l'a dit la semaine dernière, des taux plus élevés, plus longtemps, l'or est passé sous les 4000 $ pour la première fois depuis novembre, signale que les marchés commencent à croire à des hausses de taux et non plus des baisses. Bon, il n'est pas resté longtemps sous les 4000, mais quand même, l'inflation PCE américaine est à 4,1% sur un an, 2 fois au-dessus de la cible de la Fed, et le pétrole, après avoir failli exploser, revient autour des 72 $, ce qui est une bonne nouvelle en soi, mais qui ne dit rien sur l'inflation des services, des loyers, des salaires et des Macs et des iPads. Cette semaine, le monde a appris que la guerre au Moyen-Orient peut faire baisser le pétrole de 25% en 3 semaines, si on fait semblant de se dire que c'est en train de se terminer, que Micron peut valoir plus que Meta, que les réunions les plus importantes du monde géopolitique se tiennent dans un hôtel de luxe en Suisse avec vue sur les Alpes et non à Washington ou à l'ONU, que SpaceX peut perdre 32% la première semaine après son IPO et que tout le monde appelle ça normal, et qu'Apple peut augmenter le prix de vos produits en invoquant l'intelligence artificielle et que le marché finit par trouver ça logique. La bourse suisse est à un record historique, l'inflation américaine est à plus de 4%, le détroit d'Ormuz a un cargo attaqué le jeudi et 57 navires qui passent quand même, OpenAI n'est pas encore coté, et un fabricant de puces dans l'Idaho vaut le PIB du Portugal de plus qu'il y a 15 jours. J'ai pas de conclusion propre à vous offrir cette semaine, ça serait mentir. Ce que j'ai surtout, c'est une conviction. On est dans un marché où les fondamentaux et la psychologie collective ont décidé de vivre dans 2 appartements séparés et où les 2 font quand même semblant de partager le même réfrigérateur comme s'ils vivaient toujours ensemble. Profitez du week-end, lisez autre chose que des cours de bourse et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Moi, je serai sur la route lundi matin et je vous retrouve donc mardi pour un nouveau point de situation depuis cette fois Ottawa. Soyez forts, l'été sera chaud et méfiez-vous des tweets de Donald Trump, surtout de ceux du dimanche soir. Allez, bon dimanche à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.